L'écriture ou la vie? Philippe Tesson invite Bernard-Henri Lévy. À quel titre? Après la météo et Soir 3. Regardez les mini-doux, ils sont tout nouveaux. À vous les mini-doux. Les nouveaux mini-doux ont gagné une douceur encore plus tendre, une fraîcheur encore plus vive. Mini-doux, nouvelle formule, plus onctueux pour un très grand moelleux. Y a un parfum frais comme le matin. Nouveau mini-doux. Quand le doux est si frais et le frais si doux, c'est mini-doux, douceur extrême. J'avais dit une Volvo 850, t'es dit. Dernière exigence de l'inconnu qui retient le président de la Lance Corporation en otage. L'homme réclame expressément une Volvo 850 TDI. Au titre de la police, le dispositif mis en place depuis vendredi soir devrait permettre la libération prochaine du dirigeant de la... Pourquoi une Volvo? Donne une Volvo. Donnez-lui une Volvo maintenant. Mais pourquoi une Volvo? Vous voyez cette plaque? Ça veut dire qu'ici, le responsable... Vos desserts, vous les aimez comment? Sans. Je préfère sans. Mais sans quoi? Sans colorant. Sans arôme artificiel. Sans conservateur. Sensationnel. Les desserts fruitiers Andros, c'est comme ça qu'on les aime, avec plein de saveurs. Andros, ça c'est bord de fruits. Ah, j'en ai assez de toujours faire la vaisselle. Alors que nous avons un lave-vaisselle. Oui, surtout les œufs. Qu'est-ce que ça accroche? Oh, je sais, mon cher, les œufs, c'est vraiment terrible. Mais enfin, essayez dose Somate Supra. Avec la dose Somate, plus besoin de prélaver. Plus besoin de prélaver? Oui, avec ses agents antiprotéiniques, Somate détruit les traces les plus tenaces. Œufs séchés, gratins. Regardez comme ça brille. Ça donne faim. Somate Supra, lavé en machine sans prélaver à la main. Pour changer des œufs, voulez-vous un gratin, mon poulet? Comment réussir une journée bien remplie? Je commence avec Country Store de Kellogg's. Avoine, blé, maïs, fruits, vitamines, fer et un goût savoureux. Pour une journée bien remplie, Country Store de Kellogg's. Pour recevoir gratuitement votre documentation sur la montagne, appelez vite le 36 68 64 04. La montagne, ça vous gagne. Écoute, le classique, il y a tellement de choses. Et tu ne sais jamais quoi acheter, j'étais comme toi. Alors tu dis que là, tout y est. Trésor classique. Oui, tous les airs que tu veux retrouver et plein d'autres. Une vraie discothèque dans un coffret. 4 CD, un livret, une grande marque. Un prix incroyable. Ton trésor classique. Non, à ce prix-là, je te l'offre. Allô, Nicole? Comment je vais le reconnaître, le nouveau président Naoko Sato? Il est petit, il est grand, il est comment? Hein, plutôt urgent, oui. Ok, je me connecte. Bonjour, madame. Itinéris lance 4 formules d'abonnement pour que chacun ait sa façon d'aller plus loin. Pour choisir la vôtre, appelez-nous. Une tache sur de la couleur, une tache sur du blanc, encore des traces. Oubliez votre poudre. Voici la perle des lessives. Super Croix Méga Perle à l'action progressive sur le blanc et la couleur. À 40 degrés, les perles libèrent leur énergie pour des couleurs impeccables. À 60 degrés, les perles sont plus actives pour un blanc incomparable. Avec Super Croix Méga Perle, votre linge retrouve tout son éclat. Super Croix Méga Perle, la perle des lessives. Les moustiques et moi, c'est la guerre. Dans le unique, moi je marque le pic et je nique les moustiques. La Gaffe dans son nouveau spectacle, Le Surbook. 2 heures de rire non-stop. Merci pour tout, hein. Et bonjour chez vous. La Gaffe, Le Surbook, une cassette vidéo France 2 avec rire et chanson. La météo de France 3, avec De Dietrich thermique, du soleil toute l'année.
Bienvenue à tous et à toutes pour vos dernières nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Encore de la grisaille demain, encore des précipitations, mais ça va s'arranger. Je vous propose tout de suite la revue de détail habituelle avec l'animation satellite européenne et cette masse nuageuse qui traverse tranquillement le pays aujourd'hui, apportant encore de la neige, du verglas par-ci par-là. Grande prudence, même cette nuit si vous voyagez. Et puis à l'arrière de celle-ci, eh bien, il y a cette perturbation qui va nous apporter de la pluie, donc une certaine douceur. Prévision de Météo France pour demain, voilà la carte. Avec sur la façade est de la grisaille certes et quelques chutes de neige encore en pleine, faibles chutes de neige néanmoins, un certain soleil près de la Méditerranée avec du vent à 60 km à l'heure. Sur la façade ouest, alors arrivée de la nouvelle perturbation qui va nous apporter de la pluie et d'une certaine douceur, de la neige encore sur la chaîne pyrénéenne, au-dessus de 1000 mètres d'altitude, gare au risque d'avalanche, tant sur les Pyrénées que sur les Alpes d'ailleurs, grande prudence. Et puis vous voyez qu'ailleurs sur le nord-ouest, ce sera un ciel un tout petit peu plus clément l'après-midi surtout, car le matin ce sera de la grisaille avec des brouillards dans les vallées. Alors les températures matinales encore inférieures aux normales saisonnières, mais à la hausse ces températures, entre moins 5 degrés à Besançon, moins 5 degrés à Strasbourg, moins 5 degrés à Clermont-Ferrand et jusqu'à 3 degrés, 3 petits degrés quand même, pour Brest, pour Biarritz, pour Nice et Bastia, avec 0 pour Marseille, moins 1 degré pour Paris. Celle de l'après-midi, inférieure également aux normales saisonnières, entre moins 1 degré à Lens, moins 1 degré à Besançon, et jusqu'à 11 degrés pour l'île de Beauté, avec 9 pour Biarritz, 7 pour Brest, 1 pour Lille et 4 pour Paris. Allez, on se préoccupe de votre week-end maintenant. Voyez ces trois cartes. Samedi, fin d'évacuation de la vague nuageuse par l'est, avancée pluvieuse sur l'ouest, soleil divers des Pyrénées à la côte méditerranéenne. Dimanche, grisaille et précipitations sur le nord-ouest, ailleurs soleil plus ou moins vaillant. Lundi, persistance nuageuse et pluvieuse sur la façade ouest, importante masse nuageuse près de la Méditerranée, nuages éclaircis sur les autres régions et températures entre 6 et 7 degrés sur la moitié nord, 11 à 12 sur la partie sud. On passe les frontières. On revient demain de la grisaille sur la moitié nord de l'Europe et du soleil sur la partie sud. Vous voyez, retour du soleil, grand soleil sur la péninsule ibérique, sur l'Afrique du Nord et sur l'Italie avec Rome et 11 degrés. Derrière moi, encore de la grisaille sur Athènes et 17 degrés. Belle fin de soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter les Lazars. Notre numéro de téléphone pour votre météo départementale, vous le connaissez, c'est celui-ci. Dans quelques instants, le journal d'Henri Sagnier. La météo de France 3, avec 2 Dietrich thermiques, du soleil toute l'année. L'hiver, quand la saison est terminée, quand les vacanciers ont quitté la plage, ils sont quelques-uns à arpenter la grève. Ils cherchent, ils scrutent, ils écoutent, dans l'espoir de trouver. Trouver l'objet oublié, l'objet perdu, et pourquoi pas, le trésor. Objet trouvé, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Dim crée la sensation minceur. Diams ventre plat. Le plus beau Dim, c'est vous. Une personne, une imprimante. T'as compris le cours, toi? Hé, il a une machine anti-sèche. Wow. Génial. Oh, vous êtes nuls, c'est ma nouvelle imprimante Canon. Des anti-sèches en couleur, je rêve. C'est pas des anti-sèches, c'est mon exposé. Tu me les donnes tes anti-sèches? Canon lance la BJC 210, 1790 francs, pour que chacun ait son imprimante. Canon. Manque d'énergie? Supradine, un comprimé par jour pendant 20 jours. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux. Retrouvez l'énergie qu'on aime en vous. Supradine est un médicament réservé à l'adulte. Ford présente Galaxy. Un nouveau style de monospace est né. Fluidité des lignes, aisance et élégance, succès garanti auprès des grands et des moins grands. Ford Galaxy, le privilège du style. Avec l'espace Europe d'Air France, vous auriez le droit à l'intimité. Il y a la largeur d'un siège entre deux passagers. Plus spectaculaire que votre numéro, Monsieur Bengali, le pneu Noroto 3000 est garanti 5 ans et jusqu'au 9 mars, le montage est gratuit. Avant, pour trouver les coordonnées d'un correspondant en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Belgique ou aux USA, c'était un peu compliqué. Maintenant, avec 3617 pages I, c'est simple comme bonjour. 3617 pages I, les pages internationales sur Minitel.
Bonsoir. Réforme du service militaire, instauration progressive d'une armée de métier, une défense plus efficace, plus moderne et surtout moins coûteuse. Jacques Chirac a donc dévoilé ce soir à la télévision les grandes lignes de la réforme des armées. Nous allons y revenir tout de suite à travers des chiffres, des réactions et des commentaires. D'entrée, le chef de l'État a donc donné le ton en déclarant que notre outil de défense était inadapté aux exigences de notre temps. La France va donc s'orienter vers une armée de métier. Nous avons aujourd'hui une armée de conscription, c'est-à-dire avec des militaires professionnels, des engagés, des appelés, et qui au total comprend environ 500 000 hommes et femmes. Ce qui est lourd et excessif. Et ce qui ne nous permet pas d'assurer, je viens de vous le dire tout à l'heure, nos missions. Vous avez vu, au moment de la guerre du Golfe, on a difficilement envoyé 10 000 hommes. L'armée professionnelle de demain, dans 6 ans, car il y a une phase de transition longue, à l'arrivée de la transformation, est une armée de 350 000 hommes. Mais c'est une armée qui pourra, comme les armées les meilleures du monde, comme notamment l'armée britannique, projeter, être présente de façon efficace et suffisante. Le président de la République annonce donc le passage à l'armée de métier et de gros changements dans la dissuasion nucléaire. Voyons tout cela dans le détail avec Pierre Babet. Dans 6 ans, cet instructeur n'aura en face de lui que des soldats de métier. Dans 6 ans, l'armée ne comptera plus aucun conscrit, que des professionnels ou des volontaires. 350 000 exactement, au lieu des 500 000 appelés et militaires de carrière d'aujourd'hui. Conséquence, l'armée de terre ne comptera plus qu'à peine 85 régiments. Dans 6 ans aussi, ces missiles du plateau d'Albion seront désarmés, tout comme les missiles Hadès. Mururoa sera fermé, aucun essai ne s'y déroulera plus. La production nucléaire militaire de Pierre-Latte sera arrêtée. En revanche, tous les grands programmes d'armement seront maintenus, même s'ils doivent être étalés. Leclerc, Rafale, Tigre, 2e porte-avions. L'Eurocorps sera préservé, coopération franco-allemande oblige, les unités françaises qui le composent resteront outre-Rhin. L'armée de 2001 sera donc plus maigre mais plus musclée, capable de faire bondir 50 000 hommes sur un théâtre d'opérations extérieures. Conséquence enfin des engagements présidentiels de ce soir, aucun professionnel aujourd'hui en activité ne quittera l'armée contre son gré, mais aussi aucun garçon aujourd'hui âgé de 12 ans n'endossera l'uniforme contre sa volonté. Et ce soir, on attendait également Jacques Chirac sur la réforme du service militaire. Une chose est certaine, le service militaire tel qu'il existe actuellement aura disparu, donc on le disait à l'instant avec Pierre Babet, en 2001, c'est-à-dire dans 6 ans. Plusieurs hypothèses sont envisagées. On hésite en ce moment entre un service civil obligatoire raccourci et un service civil ouvert aux filles et aux garçons basé sur le volontariat. Extrait. Nous allons faire d'abord une présentation à tous les Français, je dirais, des avantages et des inconvénients de chacune des solutions. Nous allons organiser, notamment avec les jeunes, un certain nombre de forums pour essayer de dégager une opinion d'ensemble à partir de documents présentant non pas une solution, mais les solutions possibles. Et puis ensuite, le Parlement en délibérera et tranchera. Alors, le service tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec 80% des jeunes Français servant dans l'armée, sera aboli. Mais je reviens sur ce point capital. Oui, aboli dans 6 ans. Oui. C'est-à-dire que ce projet intéresse les enfants ou commencera à intéresser les enfants qui aujourd'hui ont 12 ans. Oui, c'est ça. Il ne faut pas s'imaginer, jusqu'en 2001, les obligations du service national telles qu'elles existent aujourd'hui seront naturellement maintenues. L'intervention télévisée de Jacques Chirac a bien sûr été suivie très attentivement dans les casernes par les militaires et par des appelés. Les images que vous découvrez ont été tournées ce soir à Besançon. Pas de réaction, l'armée est restée fidèle à son image de grande muette. La majorité des militaires s'interdit de commenter les propos du président, qui est aussi, je vous le rappelle, le chef des armées. Nos intérêts
Une chose est certaine, on s'oriente vers une armée de métier. C'est bientôt la fin d'une conscription qui est d'ailleurs en recul en Europe occidentale. Plusieurs pays envisagent sérieusement son abolition. C'est le cas notamment en Autriche et aux Pays-Bas. D'autres, comme la Belgique, l'ont abandonné il y a quelque temps, en 1994 par exemple. Reportage d'Hervé Dino et Jean-Bernard Heyer. L'armée belge fait peau neuve. Depuis 2 ans, elle n'a plus recours aux conscrits. Un choix politique dicté par la fin de la guerre froide et par des impératifs budgétaires. De 100 000 hommes en 1992, elle doit passer à 40 000 à l'horizon 98. La professionnalisation de l'armée a permis aux militaires de se recentrer sur leur mission de base. L'instruction des appelés monopolisait beaucoup d'énergie et cet investissement humain n'était pas forcément très rentable. Il y a des miliciens qui étaient motivés pour leur service militaire et d'autres, évidemment, moins payés que les gens de carrière. Donc, c'est vrai que c'était un boulot plus dur à effectuer pour eux, quoi. On perd beaucoup moins de temps à instruire les gens. Maintenant, ça devient du perfectionnement. Et on perd effectivement beaucoup de moins de temps par ça. Et puis, on n'a plus, je dirais, notre main-d'œuvre facile. C'est-à-dire que maintenant, toutes les petites gorvées désagréables, on le fait nous-mêmes, puis voilà. Mais finalement, la pilule n'a pas été trop dure à avaler, car dans le même temps se sont développées les missions extérieures, notamment dans l'ex-Yougoslavie. Aux yeux des militaires, elles ont contribué à revaloriser la profession. Comme ici au sein de la 7e brigade mécanisée basée dans les Ardennes, aujourd'hui le recrutement se fait au compte-gouttes. Parce qu'ils étaient quand même un total de 29 au départ de la formation. Il nous en reste actuellement 16. Bon, je crois que les gens motivés sont restés et les gens qui n'étaient pas motivés, eux, sont partis. C'est 4 mois qu'il faut tenir et après, ça ira comme sur des roulettes. Paradoxalement, la fin de la conscription a contraint au chômage technique les associations militant pour l'abolition du service militaire. Un service devenu ces dernières années profondément inégalitaire. Et quand le piston ne marchait pas, les fils de la bourgeoisie, et les intellectuels et ceux de bonnes familles arrivaient quand même dans tous les cadres de l'armée, et les prolétaires restaient quand même à nettoyer les chiottes et à faire toutes les crasses, quoi. Certes, le départ des appelés a laissé un vide, mais la restructuration de l'armée, mise en place depuis 2 ans, s'avère plutôt positive. Et c'est quelque chose de très satisfaisant, dans la mesure où on voit les résultats et on peut les mesurer concrètement. Et l'ambiance globale est excellente aussi, parce que tout le monde a le même statut. Il n'y a plus cette armée à 2 vitesses, au fond, que nous connaissions du temps de la conscription. Par où? Quand? Comment? L'armée belge a quand même protégé ses arrières. Le service militaire n'est que suspendu. En cas de crise, il pourrait être réactivé à tout instant. Et autre volet de l'intervention de Jacques Chirac, les conséquences économiques de la réforme des armées et de la défense. Le chef de l'État était très attendu sur ce point, car pour beaucoup, les restructurations sont, vous le savez, synonymes de chômage. Le président de la République s'est voulu rassurant, message qui s'adresse directement aux PME et PMI qui travaillent pour l'industrie de l'armement. Je mettrai en place, enfin plus exactement le gouvernement mettra en place, une structure de responsabilité et de concertation permanente, organisée sur l'ensemble de la période, pour traiter chaque cas particulier avec un responsable pour chaque site, et afin d'avoir d'une part, avec les syndicats, qui sont très responsables dans ce secteur, avec les syndicats, la concertation permanente nécessaire pour que les droits légitimes de ces travailleurs, dont je n'hésite pas à dire qu'à bien des égards ils sont exemplaires, est nécessaire pour la France de demain, pour avoir une grande ambition industrielle dans ce domaine, que ces problèmes soient traités et réglés comme il convient. Il n'en demeure pas moins que la réforme annoncée ce soir par le président de la République inquiète sérieusement certaines villes de garnison. La réduction des effectifs se traduira immanquablement par la fermeture d'un grand nombre de casernes. Exemple à Vannes, en Bretagne, où le départ du régiment d'infanterie de chars de marine signifie une perte sèche de l'ordre de 110 millions de francs chaque année pour la ville. Reportage d'Anne Gouraud et Stéphane Taponnier. Depuis 5 mois, Vannes a le vague à l'âme. Vannes refuse de se séparer de ses concitoyens en uniforme. Ici, le RICM, c'est sacré. D'abord parce que le régiment d'infanterie et de chars de marine est l'un des plus prestigieux de France. Et puis, 900 soldats revenant de Sarajevo ou du Golfe Persique avec des primes de mission, c'est un précieux coup de pouce pour l'économie locale. C'est des gens qui consomment. Ils consomment parce qu'ils ont peut-être une vie un petit peu autre que la nôtre, ils sont un petit peu moins stabilisés dans leur vie. Donc ils se font beaucoup de plaisir et ils profitent à pleines dents de la vie.
Des bons clients que Vannes regrettera longtemps. 110 millions de francs annuels passeront de la Bretagne à Poitiers quand le RICM déménagera l'été prochain. On a des informations des gens du RICM. Le déménagement va coûter très cher. On a des informations sur Poitiers où les installations ne sont pas du tout prévues là-bas. Donc ça va coûter encore beaucoup d'argent aux contribuables français. Si vous aviez su que le régime allait partir, est-ce que vous seriez installé ici? Non. Non, bien évidemment, non. Si j'avais su que le régime partait, je ne serais pas venu ici. Mais bon, apparemment personne ne le savait, même pas le maire alors. Le maire ne le savait pas et le maire ne décolère pas. En novembre dernier, Pierre Pavec a mobilisé 7000 manifestants dans les rues de Vannes pour s'opposer au déménagement. Nous nous battons toujours pour les garder d'une façon définitive, mais aussi pour les garder ne serait-ce qu'un an ou deux, pour essentiellement les familles, parce que sur le plan social, ce serait un traumatisme pour les familles de devoir déménager. Ça correspond à peu près à une quarantaine de familles entre le RIMA et le RICM. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas comment gérer ma rentrée de septembre, bien que l'inspection académique m'ait demandé déjà quelles étaient mes prévisions de rentrée prochaine. L'école aura sans doute une classe de moins l'an prochain, conséquence parmi tant d'autres du douloureux divorce entre Vannes et ses militaires. Et pour mener à bien sa réforme, Jacques Chirac compte s'appuyer, il l'a dit, sur une reprise importante et durable de la croissance économique. C'est un véritable pari sur l'avenir. Commentaire de Gilles Leclerc. Un objectif, une méthode et des conditions pour réussir. Jacques Chirac, par la réforme qu'il estime nécessaire de la défense nationale, entend marquer son septennat de ce profond changement qui transformera l'armée française à l'aube du 3e millénaire. Sur la nécessité du but à atteindre, le chef de l'État en est convaincu, la France doit se doter d'une armée plus moderne et plus efficace. La méthode, eh bien, c'est le calendrier. 6 ans. Pas de secousse brutale donc, on avancera à pas compter, avec prudence, par le dialogue, une façon de rassurer et de ne pas vouloir imposer. Exemple, l'avenir du service national. Le chef de l'État ne souhaite pas passer en force dans un pays déjà inquiet, dans un contexte économique difficile. Restent alors les conditions pour réussir. Et là, c'est, je dirais, le pari du président de la République, un pari économique qui table sur une croissance retrouvée dans les 10 ans, afin de contourner les obstacles. C'est une vision résolument optimiste, basée sur la confiance, que ne partage pas tout le monde. En attendant, Jacques Chirac lance le débat, il sait qu'il sera critiqué, y compris dans la majorité, mais le chef de l'État sait aussi qu'il est sans doute le seul à pouvoir opérer aujourd'hui ce grand virage. Reste par-delà maintenant les appareils politiques à faire accepter une telle réforme par les Français eux-mêmes. Un référendum, pour le coup, aurait sans aucun doute été utile, mais apparemment, il n'en est pas question. Plusieurs ténors de la majorité et de l'opposition ont immédiatement réagi ce soir aux propos du président de la République. Je vous propose d'écouter dans l'ordre Charles Pasqua, François Léotard, Jean-Pierre Chevènement et Paul Quillès. Le premier est plutôt favorable, les autres sont somme toute beaucoup plus réservés. L'expérience de la guerre du Golfe avait montré que notre organisation actuelle ne répondait pas aux impératifs et aux problèmes qui peuvent se poser. Je crois donc que la décision du président de la République est sage, elle est tout à fait conforme à l'intérêt national. Je crois qu'un pays comme le nôtre, qui est troublé sur son identité, qui a des difficultés d'intégration, a besoin de considérer que chaque citoyen est responsable en partie de la défense de son pays, et notamment les jeunes. Et je crois que la conscription républicaine, profondément rénovée, car c'est vrai qu'elle est injuste, était cet outil d'intégration et comment dire, cet outil républicain. Cette réforme est cohérente avec la réintégration de l'OTAN par la France pour développer des expéditions partout où il y a des crises, et il y en a beaucoup en perspective dans le monde entier. Est-ce que la défense de la France consiste à se mettre à la remorque des États-Unis pour fournir des supplétifs et des contingents dans leurs expéditions? Il faut consulter les jeunes. On a dit qu'on allait le faire, très bien. On aimerait savoir comment. Il faut consulter l'armée, excusez du peu. C'est pas simplement parce que vous allez dans les popotes qu'on consulte l'armée. La consulter nos alliés. Un vrai débat, ça doit prendre, à mon avis, un peu plus que 3 mois. Voilà, je vous donne rapidement 2 dernières réactions qui viennent de nous parvenir. Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'est déclaré inquiet sur l'avenir de l'armée. Il affirme notamment que la plupart des chiffres avancés ce soir par le chef de l'État sont faux. Autre réaction, celle d'André Lajoigny, le secrétaire du comité national du PC, se dit très inquiet sur l'avenir de l'emploi
dans les industries de l'armement. Fin de citation. Un dernier mot rapide pour vous dire que 72% des Français sont favorables à une armée de métier. C'est le résultat d'un sondage Sofres qui paraîtra dans le Figaro Magazine de samedi prochain. Voilà donc tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'intervention du chef de l'État et surtout sur les réactions qui en découlent. Pour le reste de l'actualité, voici un bref tour d'horizon préparé par Lionel Cotu et Carole Gessler. Voici les inculpés pour crimes de guerre en ex-Yougoslavie. 10 000 affiches de ce type ont été distribuées aux soldats de l'IFOR pour qu'ils puissent désormais reconnaître ces personnes recherchées. Ils sont ainsi une cinquantaine à être inculpés par le tribunal pénal international de La Haye. Parmi eux, Radovan Karadzic et Ratko Mladic, le chef militaire des Serbes de Bosnie. Le pétrolier Sea Empress, enfin hacké. Une semaine après s'être échoué au large du pays de Galles, il a laissé dans son sillage une immense nappe de brut qui menace le littoral et les espèces protégées. Des ingénieurs ont investi aujourd'hui le navire pour préparer les opérations de pompage. Le pétrolier retient encore 65 000 tonnes de pétrole brut, soit environ la moitié de sa cargaison. Ce soir, la population britannique s'interroge sur l'efficacité du sauvetage. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture aujourd'hui une proposition de loi qui reconnaît l'autisme comme un handicap. La proposition de loi vise aussi à améliorer les conditions d'accueil des personnes frappées par cette maladie. La prise en charge de ces malades devrait constituer une priorité éducative, pédagogique, thérapeutique et sociale. André Rossino dans la course à la présidence de l'UDF. Le président du Parti radical a expliqué sa démarche ce matin lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, les Français veulent qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent des partis politiques responsables. Je souhaite, moi, pour mon pays et dans l'intérêt de la France, une UDF responsable qui fonctionne et qui soit au rendez-vous de l'attente des Français. Départ réussi pour la navette spatiale américaine Columbia. Elle a décollé ce soir à 21h20 de Cap Canaveral en Floride. Columbia est partie avec un équipage de 7 astronautes, dont 3 Européens, pour une nouvelle mission de 14 jours. Au cours de leur voyage, ils devront déployer un satellite italien et réaliser une série d'expériences en microgravité. 7 personnes ont été tuées dans l'accident de cet Antonov 24 dans le nord de la Roumanie. L'avion appartenait à l'autorité aéronautique civile roumaine et effectuait un vol de vérification. Après cet accident, le ministère roumain des Transports a décidé de placer les Antonov 24 sous surveillance et d'interdire de vol ceux qui ne répondent pas aux normes internationales de sécurité. Irruption volcanique sous-marine en Nouvelle-Calédonie. Le volcan est situé sur la montagne Gemini, enfoui à 150 mètres sous l'eau. La Marine nationale a constaté plusieurs éruptions depuis 24 heures. Deborah Compagnoni a remporté aujourd'hui le slalom géant dames des championnats du monde de Sierra Nevada. Après avoir raflé 2 médailles d'or olympiques en 92 et 94, l'Italienne complète son palmarès en remportant le titre mondial. La Suisse Karim Roten termine à la seconde place. L'Allemande Martina Hertel décroche quant à elle la médaille de bronze. On vient de le voir, belle victoire italienne en slalom. La Française Leila Picard ne termine que 13e. C'est la grosse déception dans le camp français. Une déception que ses 2 frères, Yann et Franck, tenteront de faire oublier demain dans le slalom géant masculin. Les Picards, c'est un véritable clan que nous présentent maintenant Didier Balèze et Gilles Jacquier. Dans la tribu des 7 Picards, voici Leila, la petite reine, 25 ans. Ce matin, elle savait qu'elle n'accéderait pas au trône, car elle souffrait de la grippe. Manquant d'agressivité sur la piste, elle termine seulement 13e, de quoi attiser peut-être quelques critiques de la part de ses frères. Surtout John, parce que maintenant qu'il a le temps, il est dans l'air d'arriver, et là, à chaque fois que je suis en bas, il me critique. Le second du clan en Espagne, c'est Yann, 27 ans, le bourreau de travail qui attend patiemment la consécration depuis 3 ans. En dépit de tous ses efforts, il avoue parfois qu'un nom puisse constituer une véritable charge à porter. Et puis il y a Franck, 31 ans, promu leader de la famille depuis son titre de champion olympique en 88 à Calgary. Consacré en descente à Albertville, avec une belle médaille d'argent, il n'en abuse pas pour autant de son pouvoir. Je ne suis pas un bon donneur de conseils. J'essaye avant tout de faire mon chemin. Si ça peut leur servir d'exemple, c'est bien, mais je crois qu'avant tout, ils doivent découvrir par eux-mêmes le chemin du succès. C'est la meilleure façon de réussir. La réussite de Franck aura sûrement été le juste équilibre entre compétition et vie de famille. Bien sûr, il ne les voit tous que pour Noël ou les anniversaires. Alors avec Yann et le groupe des géantistes, il s'éclate avant la dernière course. Physiquement, c'est très dur
d'être skieur compétitif. Un athlète de haut niveau, ça implique beaucoup de sacrifices et aujourd'hui, je dois tourner la page. Demain, dernière épreuve internationale, Franck va devenir conseiller testeur pour un fabricant de matériel tout en gérant ses affaires. Il savoure les ultimes moments d'entraînement, mais la saga des Picards est loin d'être terminée. La suite demain avec, pourquoi pas, une bonne nouvelle. Nos confrères de la presse écrite ont bouclé un peu plus tard ce soir, le temps de décortiquer comme il se doit les propos du chef de l'État. Jacques Chirac et la réforme de l'armée sont partout, dans les titres et surtout dans les éditoriaux. Le point, tout de suite, avec Alain Dévé. Le chiffre que vous retrouverez le plus fréquemment à la une de vos quotidiens, demain, c'est 2001. 2001, rien à voir avec l'Odyssée de l'espace, c'est, comme l'écrit l'Indépendant du Midi, l'année où sera mise en place l'armée de métier. Jacques Chirac l'a annoncé hier et en même temps, souligne le Progrès de Lyon, il a sonné la fin du régiment de Bidas. Le président s'est donné 6 ans pour moderniser un outil de défense vieillissant, note la Nouvelle République. Jacques Camus, dans la République du Centre, salue le courage de Jacques Chirac, qui s'est attaqué à un dossier négligé par ses prédécesseurs. C'est vrai, reconnaît Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, le président ne recule pas devant des décisions difficiles et il l'a encore prouvé. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, son choix a été dicté par la nécessité de mettre en place une défense moderne adaptée à son temps. Hervé Louboutin, dans Presse Océan, partage ce même sentiment. Pour notre confrère, l'informatique, les satellites, les réseaux complexes de communication exigent désormais des professionnels bien entraînés à la guerre technologique. Raymond Courreau, dans l'Alsace, est d'accord, mais il regrette tout de même que le président soit resté plutôt discret sur le coût du dispositif. L'Humanité, de son côté, considère que Jacques Chirac abandonne la défense nationale au profit de l'OTAN. Jean-René Laplaine, dans Le Provençal, pense plutôt que l'armée de papa est morte et qu'elle va faire place à une armée moderne. Dans 6 ans, donc, ce sera l'acquis pour tous les jeunes, lance le Bien public. Adieu Bidas, on t'aimait bien, mais en 2001, souligne Libération, ce sont les pros qui prendront ta place. 2001, c'est dans 6 ans. 6 ans, c'est presque un septennat, reconnaît le Méridional. Mais pour l'Est républicain, ce n'est pas de trop pour un chantier aussi vaste que celui-ci, et on pourrait même ajouter aussi complexe et aussi difficile à mettre en place. Dans quelques instants, à quel titre le magazine littéraire présenté par Philippe Tesson. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée sur la 3. À bientôt, bonsoir. Rencontre avec des auteurs pour qui vie et écriture se mêlent étroitement. À quel titre? Tout de suite sur France 3. Samedi, l'apocalypse de Verdun. De tous côtés montent des fusées, éclatent des obus. Tout l'horizon est embrasé. Nous allons partir à la mort. 80 ans après, la terre de Verdun porte encore les cicatrices intactes de l'ultime sacrifice, de la plus terrible bataille que la France ait connue. Verdun, c'est l'enfer. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Samedi, 22h20, les dossiers de l'histoire, les cicatrices de Verdun, sur France 3. Séance du soir du cinéma le plus proche? 20h, 22h10. Film 20 minutes après. Évidemment, chez Mercure, ils ont réponse à tout. Entre, il y a une raquette pour toi dans le bureau de mon père. Hé, ça marche, on va pouvoir s'amuser. Arrête, mon père va nous tuer. Fiat Bravo, la compacte tracée. Fiat Brava, la berline de caractère. Agrandi. Laisse-moi faire. L'autre aussi. On continue? Allez, vas-y. Tu te vois au volant? Attends qu'on ait l'âge. Hé, il y a déjà un équipement stéréo. Et les moteurs essence, tous multi-soupapes? Oui, bon, fais voir les couleurs plutôt. Fiat Bravo, Fiat Brava, voiture de l'année 1996. Alors, on en était aux couleurs. Je viens de prendre un crédit. Quoi? Tu comptes pas sur moi pour rembourser tes dettes. J'ai les du chemin, on n'a jamais emprunté un centime. Crédit Lyonnais, votre banque vous doit des comptes. Vendredi sur France 3, Pégase et toute son équipe sont heureux de vous accueillir à bord du magazine du ciel. Votre destination, le massif du Mont Blanc.
Avec le Pink Floyd, survoler les voies secrètes qui mènent au site désert des glaciers. En compagnie des pilotes champions de l'Altiport de Megève, admirez les pentes les plus grandioses d'Europe. Vendredi, 23h15, Pégase, votre hublot pour l'aventure sur France 3. Bonsoir. L'engagement de l'écrivain, ou bien écrire dans l'indifférence absolue aux événements tragiques qui font l'histoire, ou bien écrire pour témoigner de cette tragédie, ou bien mieux encore témoigner de cette tragédie en écrivant et entrer en même temps dans l'action. Voilà quels sont en substance les choix de l'écrivain. C'est le thème de notre émission de ce soir. Un grand absent, bien sûr, André Malraux. André Malraux, dont Gallimard publie dans la Pléiade le 2e volume des œuvres complètes, mais nous parlerons abondamment de lui. Et autour de nous, Georges Semprin, qui a publié l'an dernier chez Gallimard L'écriture ou la vie. Olivier Todd, qui publie actuellement chez Gallimard, dans la collection Biographie, une monumentale biographie d'Albert Camus, Une vie. Et enfin Bernard-Henri Lévy, qui publie chez Grasset Le Lys et la cendre, qui est son journal au temps de la guerre de Bosnie. Alors Bernard-Henri Lévy, ce journal est certainement l'un des livres les plus émouvants, les plus touchants que vous ayez jamais écrits. Pourquoi? Parce que je ne dis pas que ça serait injurieux, je ne dis pas que vous abandonnez la posture, mais on y sent peut-être plus de sincérité, une sincérité douloureuse que dans n'importe quel livre que vous avez jamais écrit. Alors, je pense que c'est la conscience de l'échec que vous avez connu dans le combat que vous avez mené pour la Bosnie qui vous a amené à cette lucidité amère. Amère, oui, bien sûr, parce qu'il est vrai que nous sommes quelques-uns, pas moi tout seul, tous ceux que je mets en scène dans ce livre, à avoir bataillé dur sur le plan des idées, et avec nos amis bosniaques en faveur d'une certaine Bosnie et d'une certaine idée, et c'est vrai qu'on a perdu. Ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai tenu à donner dans ce livre la chronique précise, rigoureuse de tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est passé ici. Les conversations avec les grands, les conversations avec les humbles, l'opinion publique, les présidents. J'ai voulu relater tout cela le plus honnêtement possible. Il y a une histoire qui s'est terminée. Il s'est passé quelque chose d'énorme dans l'histoire de l'Europe pendant ces 4 années-là. Peut-être l'événement majeur avec la chute du mur de Berlin à l'aube de l'an 2000. Et j'ai voulu porter témoignage, relater, donc en effet, fidèlement, avec mes doutes, avec mes incertitudes, avec mes erreurs, nos erreurs, et avec aussi notre part de vérité parfois. Alors je disais peut-être un peu plus d'humilité que d'ordinaire. Vous écrivez par exemple « J'ai une attirance sourde assez ignoble pour la guerre. J'ai fait des petits tours ici et là à Sarajevo. » Écrivez-vous comme pour comme pour vous en excuser. L'attirance sourde pour la guerre, vous la connaissez, puisque la première fois que j'ai été confronté à la guerre, c'était pour vous, d'une certaine manière, c'était à l'époque de combat, en 1971. Et il s'agissait du Bangladesh. Vous m'aviez envoyé à l'époque, en effet, comme reporter de guerre au Bangladesh. Donc j'ai connu un petit peu l'ère de la guerre, comme dirait Jean Hatzfeld, au Bangladesh. Et c'est vrai, je le dis là dans un passage de ce livre, et c'est une des raisons inavouables, une des raisons peu honorables qui font qu'un écrivain peut s'engager dans ce genre d'affaires, c'est qu'en effet la guerre est quelque chose d'abominable et d'horrible, et qu'en même temps il y a une attirance pour ça qu'on ne peut pas se dissimuler. Ça c'est vrai. Des petits tours à Sarajevo, j'ai pas écrit ça en revanche. J'ai fait de nombreux séjours à Sarajevo, certains très brefs, et puis certains beaucoup plus longs. Quand je suis allé tourner le film par exemple, et je raconte dans ce livre la chronique de ce tournage, là, c'était pas des petits tours, c'était un peu mieux que des petits tours. Et si vous voulez justement, on va en voir quelques images. C'est le film Bosna qui
qui date de 1994, je crois. Et les images que nous allons voir illustrent à la fois l'horreur de cette guerre et l'honneur de votre combat. Po mravi? Da. Radi snajper. Oni idu po mravi, snajper radi. A neka samo izađe zadnji konvoj. Razumeo, šefe, vi ćete dati signal kad ne napravim zapreku. Odlično. Razumeo. Zeleni javor, tuci slobodno. Razumeo. Koji jebe mater. Razumeo, ako dozvoljamo to odmah ću pokopiti. Zeleni jadar, tuci, samo nemoj fabriku dirati, pošto nam trebaju mašine iz nje. Razumeo, šefe. Samo tepam, šefe. Bravo. Uživo mjesto samo. Alors voilà des images qui vous absolvent totalement des mauvais procès qu'on vous fait, Bernard-Henri Lévy. C'est absolument horrible ce qu'on vient de voir. Il n'empêche que reste la question que vous posez d'ailleurs, et qu'encore une fois, pour la première fois, vous posez d'une manière extrêmement sincère. Toujours la même question, le rôle de l'intellectuel, mon rôle propre. Pourquoi je ne me résous pas à faire réellement mon deuil de cet intellectuel prophétique, juché sur un tonneau, etc., etc. Pourquoi je ne me décide pas enfin à entrer dans l'autre rôle, un rôle plus juste, plus digne, etc., qui consiste à ajouter non pas des cris, des émotions, des slogans, mais un peu d'intelligence, c'est-à-dire de complexité. Telle est la question, je sais que c'est la seule qui vaille, et je vois bien en même temps que je ne me décide pas à la poser. Alors, est-ce que je vous la pose ce soir, et puis est-ce que vous nous ferez la grâce d'une réponse? Non, si je n'ai pas pu répondre dans le journal, je ne vais pas répondre ce soir sur ce plateau. Essayez quand même. Non, c'est vrai. D'ailleurs, la situation, on la connaît bien, c'est que d'un côté, je crois qu'on est tous convaincus que le vieux modèle de l'intellectuel est mort. C'est-à-dire l'intellectuel, en effet, juché sur son tonneau comme Sartre, qui donne la bonne parole, qui prophétise sur l'universel, qui se prétend le médiateur entre les humbles mortels et les desseins de la Providence ou le ciel des idées. Cet intellectuel-là, il a été enterré au Père-Lachaise avec Jean-Paul Sartre. C'est d'ailleurs une très belle histoire. On a beaucoup diffamé l'histoire des intellectuels. Ils ont commis des erreurs et il y a eu aussi des moments grandioses, des moments magnifiques. Cette histoire, elle est morte et ce modèle est mort. D'un autre côté, c'est vrai que pour ce qui me concerne, et ça depuis 25 ans que j'écris, que je suis un peu sur la brèche, je n'arrive pas à me résoudre non plus à me contenter d'être un intellectuel en chambre. Je n'arrive pas à me contenter, vous parliez tout à l'heure des quelques choix qui se proposent à nous autres, l'idée d'être un intellectuel assis, un intellectuel dans sa tour d'ivoire, je m'y résous pas, voilà. Alors, comment se dépêtrer dans cette contradiction-là? C'est mon problème, c'est le nôtre, c'est celui de Samprin, c'est celui de Todd, c'est notre problème à tous. Comment répondre aujourd'hui? Très difficile. On entendra tout à l'heure la réponse de Camus et la réponse de Malraux, si tant est qu'il y ait d'ailleurs des réponses absolues au problème. Alors, je voudrais revenir très rapidement, mais c'est important, à ce bilan que vous faites aujourd'hui. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, les dirigeants politiques français que vous avez rencontrés, et notamment les deux présidents, Mitterrand puis Chirac, sont restés relativement indifférents à vos sollicitations qui ont été très pressantes. Vous racontez par le détail des conversations que vous avez eues avec Mitterrand, c'est absolument fascinant. Le jour où vous lui avez remis un message d'Izetbegovic qui était absolument dramatique, disant « Sarajevo, c'est Varsovie », etc. Et vous racontez comment il vous regardait, toujours souriant et concentré, comme s'il mémorisait chaque mot. Vous lui demandez, dois-je vous remettre un papier? Même mouvement de la tête, même répétition du mouvement, même sourire, mais cette fois pour dire non. Et même chose avec Chirac, il y a peu de temps, vous rencontrez Chirac, vous allez en délégation, votre récit est merveilleux. Il y a Pascal Asner Pierre Asner avec son sac de vêtements. Il y a François Giroud qui seul sauve à peu près la face. Vous avez l'air d'une dizaine de clostards devant Chirac. Oui, ça, et vous lui dites, mais agissez, monsieur le Président. Et le même mépris, le même hochement de tête, le même sourire indifférent, c'est ça. Ça, c'est le problème des intellectuels et du pouvoir politique. C'est vrai que les présidents, les uns après les autres, font semblant de nous prendre en considération, de recueillir nos avis, de nous recruter éventuellement les veilles d'élection. Là, il y a des sergents recruteurs qui arrivent avec les tambours. En France, hein. Surtout en France. Je parle de la France, bien sûr. Et à ce moment-là, les intellectuels ne sont jamais assez beaux pour ces présidents, parce qu'ils draguent tout ce qui passe. Ils draguent les chanteurs, ils draguent les musiciens, ils draguent les acteurs et ils draguent aussi les écrivains. Entre les élections, c'est plus compliqué. Ils nous reçoivent avec un peu plus de condescendance.
avec quand même de la part de Chirac, ça c'est un mérite qu'il faut tout de même lui rendre, avec de la part de Chirac une réaction et une espèce de sursaut que n'avait pas eu Mitterrand. Mitterrand, pour moi, c'est vrai que c'est le personnage principal du livre, François Mitterrand, et c'est pour moi la déception majeure, parce que je ne suis pas allé le voir une fois. Il y a ce récit que vous rapportez, et puis il y en a d'autres dans le livre. Il y a plusieurs conversations, il y a plusieurs tentatives que j'ai fait avec d'autres. Et puis il y a toujours la réponse, moi vivant, on ne fera pas la guerre aux Serbes. Et il y a la réponse, voilà, la réponse au fameux dîner d'SOS Racisme que je raconte, où il est occupé à se curer les mâchoires, à s'enlever les bouts de spare ribs entre les dents, et où il me dit, moi vivant, en effet, on ne fera pas la guerre aux Serbes. Oui. Donc ça, pour moi, d'ailleurs, c'est un mystère. Pourquoi François Mitterrand n'a pas joué ce rôle de grand homme d'État que l'Europe attendait de lui, c'est un grand mystère. Et quelle en est la raison fondamentale? Je ne sais, moi je crois que fondamentalement, et alors ça éclaire peut-être notre débat de ce soir, je crois que les hommes politiques ont cessé d'aimer la politique et d'en faire dans les pays occidentaux. Ils ont cessé de croire en l'histoire. Je le dis à un moment donné de Balladur, il y a à un moment donné dans le livre un portrait d'Édouard Balladur qui n'est pas qui n'est pas le moins digne de toute cette galerie de portraits. Hein. Ce qui m'avait frappé ce jour-là, il m'avait demandé de venir à Matignon quelques jours après sa prise de fonction pour lui parler de la Bosnie. Il était sincèrement troublé par cette affaire, sincèrement tourmenté. Il se rendait bien compte que quelque chose d'essentiel s'y jouait. Il pensait aussi aux soldats français dont les cercueils pouvaient arriver à Villacoublay et faire tomber sa cote de popularité. Et j'ai compris ce jour-là que cet homme, en tout cas c'est l'interprétation que j'en donne là, ne croyait plus à l'histoire. Ne croyait plus que le rôle d'un chef politique soit de faire l'histoire. Autrement dit, le fameux débat dont on se souvient tous, le débat sur la fin de l'histoire, je me suis dit ce jour-là, Édouard Balladur croit à la fin de l'histoire. Il croit que les hommes politiques sont là pour gérer l'administration des choses, pour gérer les affaires courantes, mais l'idée gaullienne, l'idée churchillienne, l'idée classique, qu'il faille, pour un homme d'État, empoigner l'histoire et essayer de la modeler, cette idée-là est en train de disparaître. Donc il n'y croit plus. Et je crois que c'était un peu le cas de Mitterrand. Mitterrand qui était malade, bon on le sait aujourd'hui, qui était exsangue, ne croyait plus à tout ça. Et je crois profondément aujourd'hui que lorsque je venais lui casser les pieds avec cette affaire de Bosnie, ces histoires de musulmans des confins auxquels il ne comprenait rien, ces musulmans laïcs, alors de temps en temps, tout ça le dépassait, l'empoisonnait. Le jour où je parlais d'Allende, il y a eu un déclic. C'est le jour où je lui ai dit, je crois, et ça j'essaie de le raconter en détail, le jour où je lui ai décrit ce président bosniaque dans son palais en le comparant à Allende dans son palais assiégé par Pinochet. Je crois qu'à cet instant-là, comme je dis, 36-15 Mitterrand a fonctionné. Le fichier s'est ouvert, d'un seul coup je suis entré. Et par référence à un souvenir donc plus affectif que politique. Son souvenir à lui, oui. C'est ça. Vous n'êtes pas d'accord avec la thèse de Bernard-Henri? Si, tout à fait. Non, simplement, ce qui ressort du livre, entre autres aussi, c'est la prodigieuse ignorance des hommes politiques. Ils ne savent pas quel est le pourcentage de musulmans, ils ne savent pas quel est le pourcentage de Croates. Était-ce là pour Mitterrand s'agissant du dossier yougoslave? Vous savez, la machine Mitterrand s'est aussi arrêtée de fonctionner. Dans beaucoup de cas, sa politique étrangère a beaucoup de trous. Alors si Bernard-Henri Lévy a raison, il y a un énorme trou là aussi. Peut-être pas tout à fait aussi grand que vous le dites. Hein, je veux dire par là que... Et vous croyez-vous à la thèse du refus des hommes politiques d'agir sur l'histoire? Je ne sais pas. Je crois que une des raisons fondamentales pour lesquelles Mitterrand n'a pas su réagir ou voulu réagir à ça, c'est qu'il c'est l'un des hommes politiques européens qui n'a pas su comprendre ni gérer la fin du communisme. Absolument, oui. C'est ça. Dans le jeu Est-Ouest, un peu de Moscou contre un peu de Washington, un peu de OTAN contre un peu de Moscou, il était formidable. Quand ce jeu s'effondre, il n'a pas su. La réunification allemande, tout ça l'a pris à revers. Là, je crois que c'est l'explication fondamentale, c'est ça. Ça sortait des schémas de l'histoire européenne qu'il dominait dans la mémoire. C'est-à-dire que la nouvelle histoire dans laquelle on entrait, il n'y comprenait plus rien et il renonçait à l'idée d'agir sur elle. Il projetait aussi ses fantasmes, parce que vous dites que vous avez trouvé une clé avec Allende. Mais en gros, est-ce comparable Allende, sûrement pas. Il fonctionne sur des schémas et des je faisais flèche de tout bois et de tout non. Je cherchais désespérément le moyen d'entrer dans cette cervelle, de le convaincre que quelque chose d'essentiel se passait, que la France devait... Et j'aurais dit n'importe quoi, et j'ai dit Allende. Et à l'instant où j'ai prononcé le nom d'Allende, en effet, ça a réveillé, vous avez raison, ça a réveillé la vieille fantasmagorie de gauche. Mitterrand a longtemps cru... C'était le schéma du rapport des forces gauche. Mitterrand a longtemps cru qu'il serait l'Allende français, et que l'horrible droite fasciste l'empêcherait de venir au pouvoir et l'assiégerait à l'Élysée. Le réveil a été de courte durée. Dans un livre récent, Pascal Boniface, La volonté d'impuissance, écrit que
Les intellectuels ont eu une mauvaise influence sur les dirigeants bosniaques. Ils vous visent directement. Ils ont donné à leurs amis l'illusion d'un soutien occidental et ils les ont poussés sur une ligne dure. Vous ne partagez pas, vous, ce jugement? Vous savez, je crois que c'est donner beaucoup d'importance. C'est vrai que vous avez involontairement donné beaucoup d'illusions aux Bosniaques. Écoutez, c'est donner beaucoup d'importance aux intellectuels. Moi, je crois que la seule, aux intellectuels en général, et à Sarajevo en particulier, ne dites pas ça, le combat que vous meniez, vous lui donniez vous-même le mandat. On était une poignée, Philippe Tesson. On était très peu nombreux. Et en effet, quand on allait à Sarajevo, on montrait aux dirigeants bosniaques et au peuple bosniaque qu'ils n'étaient pas complètement seuls, qu'il y avait en France une partie de l'opinion publique qui était avec eux. Mais on ne leur a jamais dit pour autant qu'on représentait tel ou tel président, et on ne les a pas incités davantage à une ligne dure. Je crois que ça, c'est inexact. Moi, j'ai toujours été avec eux d'une modestie extrême, trop peur justement de la tentation dont on parlera peut-être tout à l'heure, le côté Lorenz, faire de la politique à travers un chef d'État. J'avais beaucoup trop peur de cela pour me risquer à donner quelques conseils que ce soit. Faire la politique, vous en avez eu la tentation, oui, et c'est la colossale connerie, je vous cite, que vous reconnaissez, c'est votre candidature avortée aux élections européennes. Oui, la connerie, c'est pas la candidature, c'est l'avortement. Oui. Je pense qu'on avait raison, ça je le dis en effet pour la première fois dans le livre. Dans ce journal, je crois qu'on a eu sans doute raison de lancer cette liste électorale, et que la déception qu'on a provoquée en la retirant, et moi en particulier, parce que j'en porte pour une large part la responsabilité, est en effet, c'est ce que je dis dans le livre, une colossale connerie. Il y a des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français qui ont eu le sentiment que je les trahissais, et ils n'ont pas eu complètement tort. Une question qui... Mais on dit la vérité ou pas. Dans ce livre, j'ai décidé en effet, sur toute cette affaire-là, sur tout ce qui concerne ce qui se passe dans la tête d'un écrivain qui fait un peu de politique, j'ai décidé de dire la vérité. On a trop raconté de salade, les intellectuels se sont trop drapés dans la pose, ils se sont trop donné un rôle. J'essaye là de dire les choses comme elles se sont passées. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas trop à mon avantage ni à ceux de mes amis, elles y sont néanmoins. Une question que je ne suis pas le seul à m'être toujours posée, Bernard Lévy. Pourquoi avez-vous eu, non, je ne veux pas vous faire un faux procès, avez-vous jamais eu la tentation d'aller plus loin que dans le combat légitimé par votre qualité d'intellectuel? Et pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin? Vous me direz que la question est sommaire. Mais quand je lis dans vos aventures de la liberté parues il y a quelques années chez Grasset, quand je lis Honneur à Malraux, le comte d'Ottière, connaissez-vous un autre écrivain qui se soit rêvé et qui se soit vécu chef de guerre? Est-ce qu'il y a un aveu d'impuissance, il y a une nostalgie, il y a un rêve, il y a une ambition? Et pourquoi ne vous êtes-vous pas fait, je ne dis pas chef de guerre, mais pourquoi n'avez-vous pas essayé de fédérer des brigades internationales en Yougoslavie? Pourquoi n'avez-vous pas appris à piloter un avion pour aller bombarder de tract Sarajevo? Pourquoi? Je me pose la question sans cesse à travers ce journal. Et là aussi, j'essaie de le faire avec honnêteté. On se l'est tous posé, je crois. Daniel Rondeau, André Glucksmann, moi-même, on a cessé de se poser cette question. La réponse est simple, je vous dirai deux choses. Un, je crois que les brigades internationales, à l'époque de CNN et du journal de 20 heures, c'est plus possible. On aurait été des charlots. On aurait créé une brigade internationale à Sarajevo il y a 2 ans, c'était ridicule. L'époque a changé. Deuxièmement, il y a un moment, en effet, où je me suis dit, je ne peux pas me contenter d'écrire des articles, de faire des pétitions et de défiler dans les rues de Paris avec un mégaphone. On est grotesque, je suis grotesque. Décalé, oui. Il y a un jour... D'ailleurs, vous pensez à Malraux également. Oui, il y a un jour où je me suis vu, en effet, au journal télévisé, en train de défiler, en train de manifester devant l'Élysée, avec un mégaphone ridicule, le visage en sueur, débraillé, etc. Mais ça, c'est peut-être votre esthétisme. Pas du tout. Je me suis trouvé grotesque. Je me suis trouvé grotesque. Et je me suis dit, en effet, toute proportion gardée, je suppose que lorsqu'André Malraux s'est vu dans la fameuse manifestation du 30 mai 68, au coude à coude avec Michel Debré, et je ne sais plus quel était le troisième, le visage convulsé, un peu ridicule, croyant encore qu'il avait 20 ans, qu'on était en 1936, hélas on était 30 ans plus tard et il était un vieillard ridicule, il avait dû avoir un sentiment du même ordre. Donc il y a des moments où je me suis dit, on ne peut pas faire les brigades internationales parce que les temps ont changé, on ne peut pas non plus se contenter de rester les fesses dans son fauteuil à commenter l'actualité. Ce jour-là, j'ai fait un choix, j'ai décidé de faire un film. J'ai pris une caméra avec Alain Ferrari,
On est allé sur les premières lignes bosniaques, on est allé avec les combattants bosniaques, on est allé dans Sarajevo et on a fait des images parce qu'il nous a semblé, de surcroît, on n'a plus 20 ans, moi j'ai 47 ans, que j'étais probablement plus habile à manier une caméra qu'à manier... Oui, à lâcher des images et des mots qu'à lâcher des bombes. Qu'à lâcher des bombes, voilà. Stricte efficacité, s'ajoutant à l'argument de tout à l'heure, il me semblait que c'était plus efficace et je crois que ça l'a été davantage. Une dernière question dans la pureté, parce que ça nous amène, tout cela nous amène directement à Malraux. Mais dans la pureté dangereuse, vous êtes d'ailleurs venu l'an dernier défendre le livre, enfin nous parler du livre. Vous répondez vous pouvez dire le défendre. Le défendre, oui. Vous répondez à la question de Lénine, que faire par penser comme on fait la guerre. Oui. Vous dites encore ça? Oui, penser comme on fait la guerre, parce qu'en effet... Même après avoir échoué, vous dites encore ça? Oui, plus que jamais. Penser comme on fait la guerre, ça veut dire en gros que j'ai horreur du consensus, que je crois que les démocraties crèvent de cette espèce de consensus artificiel où chacun se retrouve au degré zéro de la politique. Vous savez, entre deux mots, MOTS, choisir le moindre. C'est un peu ça le programme commun aujourd'hui de la plupart des hommes politiques et trop souvent des intellectuels. Donc moi je suis partisan, mais pas en Bosnie, en général, et c'est pour ça que plaide aussi le lycée Alassandre, je suis partisan au contraire d'un débat intellectuel où on retrouverait le sens de la querelle civilisée, bien sûr, la querelle éventuellement policée, parfois aussi brutale. Quand je lis, vous me l'avez montré tout à l'heure, le livre de ces quelques écrivains rassemblés sous la houlette de je ne sais plus qui s'appelle Pour les Serbes, en effet, on a envie de sortir du débat policé. Donc je crois, oui, qu'il faut penser comme on fait la guerre. Un dernier mot sur Malraux. Je crois, alors par ailleurs... Ah, ça n'est pas le dernier, on va beaucoup en parler. Non, mais sur le point abordé, je crois, en plus de tout ce qu'on a dit, que Malraux est probablement le très grand écrivain de ce siècle et que l'idée de... Voilà, il a tout fait, ça c'est vrai. Et alors, cette expérience-là, elle est inégalable. Alors justement, comme je disais, la Pléiade publie le 2e volume des œuvres complètes avec une excellente introduction de Michel Autran. Dans ce volume figurent 3 livres de Malraux, L'Espoir, Les Noyés de l'Altenbourg et Le Démon de l'Absolu, qui est cette fameuse ébauche de biographie de Lawrence. Sinon une ébauche, en tout cas une biographie inachevée. Alors, Georges Semprin, je vais vous demander tout de suite, vers lequel de ces 3 livres va votre cœur? Vers l'espoir, bien entendu. Oui, pour des raisons absolument vers l'espoir. Je vous offre la réponse. Oui, vous ne pouvez pas répondre autre chose. Non. Et vous n'avez pas un faible pour Les Noyés de l'Altenbourg? Si, bien sûr. Mais c'est lié à des choses très personnelles. L'espoir, je l'avais dans mon sac... dans le maquis, et le regard d'Altenbourg, je l'ai lu juste, il venait d'arriver de Suisse, je l'ai lu juste avant. D'ailleurs, vous le dites, vous le racontez abondamment, d'ailleurs, dans l'écriture ou la vie, et c'est une référence constante. Même non, mais ce volume de la Pléiade est superbe, parce qu'il est sur une période de Malraux qui était une très, très grande période, la fin des années 30, la guerre d'Espagne, la résistance, et les 3 œuvres de cette époque-là, qu'il écrit pendant cette époque-là. C'est une époque où change la figure de l'intellectuel à travers Malraux. L'intellectuel prophétique sur le tonneau, mais pas exactement de la même façon, l'intellectuel qui est adossé à une grande histoire collective qui est celle du communisme, et puis celui qui s'en détache, qui fait son travail de deuil solitaire, parce qu'il ne l'a pas fait publiquement, et qui devient autre chose, l'intellectuel auprès du prince. Je crois qu'il y a tout ça dans ce livre-là. Ce que Bernard Olivier appelle la conversion de l'intellectuel. Oui, il y a tout ça à Malraux, et puis il y a L'Espoir, qui est le plus grand livre sur la guerre d'Espagne. Oui, mais vous ne pensez pas que la rupture date plutôt, puisqu'il y a évolution, il y a même rupture, date plutôt des années qui ont suivi, enfin, pas des années, des mois qui ont suivi L'Espoir? La rupture date exactement comme celle d'Orwell, qui est un écrivain que Todd connaît bien, aime beaucoup. Et qui est pour vous un modèle. Qui est pour moi un modèle, et pour lui aussi, je crois. La rupture date du pacte germano-soviétique. Il y a dans ce volume de la Pléiade, qui est très bien, parce que l'appareil critique n'est pas étouffant, parfois dans la Pléiade, il y a trop de variantes et de notes. Là, il est très bien. Quelques pages inédites, qui sont comme une suite de l'Espoir, où il y a quelques pages d'une discussion sur les procès de Moscou entre un communiste espagnol et un personnage qui est Malraux, qui parle à la première personne, alors que dans l'Espoir, Malraux ne figure pas, comme un jeu, sur le procès qui sont des pages admirables. Mais le pacte vient un peu après. Et le pacte, c'est la rupture. Le pacte, c'est la rupture. Avant de quitter l'Espoir, si vous voulez, on va regarder quelques images, on va se remémorer les actions révolutionnaires de Malraux. On va entendre la voix de Lacouture, de Jean Lacouture, sur un passage de l'Espoir, et ensuite un témoignage de son compagnon d'escadrille, Paul Nosombe.
Les communistes veulent faire quelque chose. Vous et les anarchistes, pour des raisons différentes, vous voulez être quelque chose. C'est le drame de toute révolution comme celle-ci. Les mythes sur lesquels nous vivons sont contradictoires. Nous devons les ordonner. Transformer notre apocalypse en armée ou crever, c'est tout. Moi, j'ai fait plusieurs vols avec lui. Pendant les bombardements, on avait la DCA, etc. Et Malraux était dans l'avion uniquement pour dire « Je suis là aussi, je ne suis pas à terre et je ne vous envoie pas au casse-pipe ». L'escadrille Espagna, puis André Malraux, qui n'a jamais pu mettre en lice plus de 9 avions à la fois, entre en agonie au bout de 6 mois. Mort, blessures, fatigue, zizanie et relève par les appareils soviétiques. Repliée à Valence, elle est dissoute en mars 1937. Alors Malraux part pour les États-Unis quêter à Hollywood ou dans les universités des appuis pour la République en perdition. Alors vous disiez donc le catalyseur de cette rupture, on peut dire que c'est le pacte germano-soviétique, la conversion au nationalisme, mais oui, parce qu'il y a chez Malraux quelque chose qui est tout le long de sa vie, une espèce de contradiction ou de synthèse, ça dépend des moments, entre la fraternité, qui s'exprime sous la forme communiste de l'internationalisme, et le goût de l'appartenance, le besoin d'appartenance. Et dans cette dialectique, évidemment, à partir de la rupture avec cette fraternité communiste, pas avec les communistes, pas avec fraternellement chaque communiste, mais avec l'idée, la rupture c'est le pacte, le goût de l'appartenance prend le premier pas. Et le goût de l'appartenance, c'est la France. Mais oui. La France de la résistance, c'est la France humiliée, la France occupée. Donc là, cette dialectique-là est très forte chez Malraux. Oui. Mais quelque chose de nouveau intervient aussi. À partir des loyers d'Altenbourg, on trouve un Malraux plus métaphysique que... Parce que l'autre changement qui se produit, c'est le changement de Malraux par rapport à l'art du roman. Le roman, Malraux a travaillé toujours son roman d'une façon un peu particulière. L'espoir est déjà à la limite du romanesque, à la limite du roman, du reportage, d'une espèce de chose chorale. C'est un roman très étrange et très nouveau. Mais le roman, pour Malraux, s'efface peu à peu pendant cette période. Mais il n'y a pas autre chose, il n'y a pas l'intrusion dans son esprit, dans sa réflexion, d'une dimension nouvelle qui pourrait être celle qui a besoin de l'essai plutôt que du roman. Dans l'espoir, il y a déjà des... Votre explication, vous, est plus stylistique que philosophique. Les deux vont ensemble, je crois. Je crois que déjà dans l'espoir, il y a de grands moments de dialogue, de conversation très philosophiques, qui sont d'ailleurs des conversations où la critique du communisme est formidablement précise. Même si c'est un roman de l'adhésion et du compagnonnage de route, la critique de la philosophie communiste est déjà très précise dans l'espoir. Mais alors comment faites-vous entrer le démon de l'absolu dans cette évolution-là? Parce que c'est encore autre chose. Je répète que le démon de l'absolu est un essai sur Lawrence, oui, avec une curieuse et fréquente identification de Malraux à son modèle. Parce que c'est une des figures de l'intellectuel agissant à travers les princes et à travers les puissants sur le réel, n'étant plus actif à travers un grand récit politique ou idéologique comme le communisme, mais à travers, dans l'ombre des princes. Et ça voudrait dire qu'il décroche à partir de là d'une forme d'action qui était une action plus concrète, plus forte. Il décroche une forme d'action, oui, bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord, Bernard? Moi, je crois qu'il y a eu aussi l'histoire, ce qui s'est passé entre les deux hommes, Malraux et De Gaulle. Il s'est passé là quelque chose qu'on ne peut pas sous-estimer d'essentiel. Moi, ma thèse sur ça... Il n'aurait pas pu se passer si Malraux était resté partisan dans le grand récit. Oui, genre, mais je crois en même temps que chez tout écrivain, il y a la nostalgie de l'homme politique qu'il aurait pu être. Et chez les grands politiques en France, il y a le regret du grand écrivain qu'ils n'ont pas été. Et quand les deux se rencontrent... De Gaulle était un grand écrivain. Oui. Oui. Enfin, il était d'abord un homme d'État, qui aurait pu être un grand écrivain. Malraux était un grand écrivain qui a rêvé d'être un homme d'action. Et je crois que chacun a rêvé obscurément, mais depuis très très longtemps, de trouver son correspondant dans l'autre ordre. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, lorsque ce grand écrivain nostalgique de l'action et ce grand homme d'action nostalgique de l'écriture se sont rencontrés et se sont reconnus, il s'est produit quelque chose qui les a poursuivis jusqu'à la fin. Je vous interromps pour vous citer d'ailleurs. Dans votre livre Les Aventures de la Liberté, vous consacrez plusieurs pages à ça, c'est merveilleux. Il y a d'abord comme vous savez faire, enfin, c'est-à-dire
toute l'émotion que vous restituez sur ce qui a saisi la gauche et la droite. À un moment, on a appris que Malraux rejoignait De Gaulle, Malraux transfuge, Malraux salaud, etc. À gauche comme à droite. Hein. Et puis alors, il y a aussi l'analyse, et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que dit Lévy. Je me rappelle, oui. Pourquoi Malraux a fait ce choix-là, hein. Alors là, on retrouve le Lévy très précis et très analytique. Il y a d'abord le calcul. Alors ça, c'est assez péjoratif. Malraux s'est dit, bon, j'ai un capital, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Je suis un héros national, ou enfin presque en tout cas. Je suis encore jeune, il faut que je fasse maintenant un autre choix, sinon je vais muser. Ça vous saisit quelquefois des calculs comme ça? Des tentations comme celle-là? Oui, est-ce que ça ne saisit pas tout écrivain de temps en temps l'idée qu'on va radoter jusqu'à la fin de ses jours? D'abord le calcul, ensuite la nation, c'est ce que vous disiez, la découverte de la nation, ensuite le communisme, c'est ce que vous disiez, la vérité du communisme, et ensuite la vérité du gaullisme. Et la beauté du gaullisme. Hein. C'est ça. La vérité du gaullisme, qui est celle de la nation, qui est celle de la France, pour Malraux. Oui, mais je pensais à autre chose. Je pensais à ce désir d'absolu qui devient une nostalgie d'absolu, c'est-à-dire vivre intensément, ça l'a saisi pendant toutes ces années de jeunesse, se dépasser, la volonté d'être, jouer sa vie sur un échiquier plus grand que soi, des héros prêts à tout risquer. Ça a été ça a été pendant 10, 15, 20 ans, sa vie, mais après, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une réflexion sur le sens de la vie. Accompagné tout le temps d'un sens de la dérision, d'une vision très lucide, ironique sur tout ça, même. Farfelu. Un des grands mots de Malraux qu'on ne dit pas assez, farfelu. Et sur la comédie de tout ça. Mais Malraux a toujours été jeune. Je suis sûr, moi, quand j'ai rencontré Malraux, la seule fois où je l'ai rencontré, que je raconte dans le journal, dans le livre, il restait un jeune homme, il avait 70 ans, et il restait le héros du royaume farfelu de sa jeunesse. Et voilà, les hommes vieillissent pas, les écrivains encore moins. Alors reste une dernière dimension du problème qu'on pourrait appeler la dimension morale. Alors visiblement, vous, Georges Emprunt, elle vous obsède, puisqu'on lit très souvent, on trouve très souvent référence dans votre livre, L'écriture et la vie, à cette phrase de Malraux, qui est une phrase sublime, « Je cherche la région cruciale de l'âme, où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Oui. Est-ce que c'est une phrase de moraliste, ou bien est-ce que c'est une phrase d'homme d'action? C'est une phrase d'homme d'action qui est moraliste, et qui a tout le temps introduit la morale dans son action, à tort ou à raison, en se trompant ou pas. Et c'est une phrase de philosophe, parce que Malraux est un moraliste en homme d'action, et c'est aussi un des vrais philosophes du XXe siècle. Ça, on n'a pas assez dit. Ce qui est frappant, c'est que dans ce livre, dans le Noyen d'Altenbourg, qui est republié là, qui est la première partie d'une trilogie qui ne sera jamais finie, La lutte avec l'ange, dans ce livre, il y a tout à coup une scène où il raconte une attaque par les gaz des troupes allemandes en 1916 sur le front russe, qu'il écrit exactement au moment où se passe l'extermination du peuple juif dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Une espèce de coïncidence métaphysique incroyable. Parce que le gaz apparaît dans la littérature mondiale à travers ça, au moment où il est vraiment en train d'exterminer le peuple juif. Et là, il y a quelque chose de... C'est là où il y a cette phrase sur le mal absolu et la fraternité. Par rapport, c'est là où le romancier est génial. Voilà, Olivier Tonne. Oui, il y a une chose moi, qui m'a étonné, enfin à moitié seulement, parce que les grands écrivains reprennent souvent les mêmes idées, les mêmes formules. C'est la fameuse phrase sur l'homme doit réduire en lui-même la part de comédie. Alors, on la retrouve là, encore une fois. Et je crois que ça a été aussi un des problèmes de Malraux, de réduire la part de comédie, mais aussi de réduire la part de tragédie en lui. Mais est-ce que ça ne serait pas la meilleure définition de la finalité de l'engagement de l'écrivain, celle-là, chercher la région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité? Non, c'est trop réducteur. Non, pas du tout. D'accord. Moi, qu'on peut dire, c'est que c'est pas réducteur, c'est un peu complexificateur, au contraire. Mais ça me semble très juste, au contraire, bien sûr. Oui, mais n'oubliez pas que vous apportez des tributs à la complexité depuis le lycée de la Sambre, mais déjà quelque temps avant. Un mot seulement sur la mythomanie. On a tellement dit que Malraux était mythomane que je crois que ça mérite quand même d'apporter un bémol. Sur la guerre d'Espagne, par exemple, Malraux n'est pas mythomane. Toutes les études sérieuses d'historiens qui ont été faites montrent qu'au contraire, André Malraux, aussi mauvais pilote qu'il ait été, a apporté un tribut réel au combat des Républicains. Quand c'était sérieux, Malraux n'était pas mythomane. Quand c'était très sérieux, c'est-à-dire le roman, alors il était la grande mythomanie. Mais dans l'action, il ne l'était pas. Ce n'est pas entièrement péjoratif de dire qu'un écrivain est mythomane. Par exemple, dans l'Espoir, Malraux fait une description du siège et de la chute de l'Alcazar.
il est mythomane négativement, parce qu'il ne dit pas, par exemple, qu'il y a eu des atrocités après la prise de l'Alcazar. Par ailleurs, il est mythomane quand il voit Mao. Vous savez, ce texte sublime sur Mao. Alors, il y a le texte de Malraux qui est plus vrai que la vérité, puis il y a les notes de l'ambassadeur de France qui coïncident absolument pas avec ce que dit Malraux. Oui, il est mythomane, enfin, c'est un détail. Quand il croit avoir rencontré Lawrence, c'est qu'il ne l'a pas rencontré. Oui, non, on n'est pas sûr qu'il l'ait rencontré, c'est probable, mais c'est pas sûr. L'appareil critique de la Pléiade, c'est douteux quand même. Non, mais il raconte sa bataille de chars en 40, qui n'a jamais existé. Mais c'est plus vrai que la vérité. Sur la guerre d'Espagne, Georges, sur la guerre d'Espagne, l'escadrille Espagnole a eu non seulement il n'est pas mythomane, mais il a pour un écrivain quelque chose d'absolument génial, d'arriver à Madrid en juillet 1936, au moment où la guerre vient de commencer, et de décider ce qu'il faut faire, c'est créer une escadrille d'aviation. Aucun général n'aurait eu cette idée-là. Il décide ça, et ça joue pendant quelques mois un rôle symbolique et réel très important. Alors après, en revanche, là où Todd a raison, c'est que, bien sûr, il y a eu les staliniens et le POUM, et qu'il n'a pas protesté contre les exécutions des anarchistes par les staliniens. Mais ça, c'est autre chose, ça, c'est un choix politique. Je rappelle que vous racontez dans Les Aventures de la Liberté que des milliers d'anarchistes catalans avaient été assassinés en juillet 1937 et que Malraux n'avait pas réagi. On peut quand même ébrécher un peu la statue, non? Oui, ni Malraux ni d'autres. Un des rares, il y a Orwell évidemment qui a réagi, il y a Dos Passos qui a réagi, Malraux non, Hemingway encore moins, bien sûr, ça a été un vrai partage. Mais du point de vue du courage et du point de vue de l'engagement réel, je ne crois pas que l'on puisse disputer à Malraux le fait d'avoir été admirable pendant la guerre d'Espagne et quand il s'est engagé physiquement et dans la résistance. Eh bien, Camus, il faudrait des heures, Olivier Todd, pour passer à la loupe. C'est extraordinaire. C'est pas une mine d'informations, c'est une véritable. Vous l'avez lu, c'est une véritable rafale d'informations. Il y a une information à la ligne. C'est vraiment bravo. C'est un exemple pour nous tous. Un modèle de journalisme, mais vous récusez peut-être qu'il s'agit de journalisme? Oh non, moi j'aime pas tellement les catégories, vous savez, ça c'est du journalisme. Oui, en effet, comme le disait Samprin tout à l'heure, on pourrait dire que l'espoir c'est du très grand journalisme. En tout cas, c'est pas du roman. Disons que c'est un très long article. C'est pas du roman, mais la vie de Camus est quand même un roman. Alors, comment l'aborder, ça c'est très difficile, d'autant plus que vous êtes un peu déroutant, vous n'êtes pas sans sévérité pour Camus. Vous allez même jusqu'à le traiter de dangereux classique. Est-ce que vous voulez dire qu'il est dangereux qu'il puisse apparaître comme un classique? Ça, c'est dans la conclusion, qui est en italique. Hein. Ce n'est pas un jugement que je lâche au milieu du livre. Oui, je crois que c'est un dangereux classique parce qu'on le simplifie énormément. Et pendant très longtemps, dans les lycées et collèges, le livre archétypal de Camus, c'était La Peste, parce que c'est le plus simple. Hein, il y a les bons, il y a les méchants. C'était un grand livre à l'époque où il a été publié. Aujourd'hui, je trouve que c'est un livre beaucoup moins important que La Chute ou L'Étranger. Alors, dans les lycées, on est passé à L'Étranger, puis maintenant, je suis très heureux de voir qu'on s'attaque à La Chute, qui, à mon avis, est le diamant noir de l'œuvre de Camus. Enfin, par là, je veux dire que c'est un livre qu'on peut prendre en essayant de le casser, on n'y arrive pas. Il y a toujours de nouvelles facettes. L'autre jour, j'ai été voir au rond-point des Champs-Élysées Tabar, qui donne une interprétation de La Chute. J'en suis sorti, je suis rentré, j'ai relu La Chute et j'ai retrouvé autre chose. Je crois que dans tous les très grands livres, quand on les reprend, on retrouve quelque chose. Oui, c'est ce que Bernard-Henri Lévy veut dire quand il dit que vous épaississez l'énigme Camus. Il écrit dans Le Point récemment, une grande biographie, c'est celle qui recrée de l'énigme, qui rhabille d'ombre un écrivain. Todd nous montre un Camus encore plus impénétrable. C'est vrai. Il est difficile à déchiffrer. Il est difficile à déchiffrer. Il est mal connu, surtout. Ce qui rend d'ailleurs encore plus scandaleux des jugements un peu trop sommaires, et des jugements conformistes, comme celui de Brochier, par exemple, qui écrit que jamais Camus n'a rien dérangé de notre civilisation capitaliste et chrétienne. Oui, enfin, ce sont des phrases qu'on lâche comme ça. Pour en venir à Malraux, faire un lien entre Malraux et Camus, c'est dans la préface du Temps du Mépris, qui est un navet, disait Malraux. Malraux dit que ça n'est pas la passion, mais c'est la volonté de prouver qui détruit l'œuvre d'art. Et ça, c'est une phrase qui a beaucoup marqué Camus. Et je crois que chez lui, il faut distinguer l'écrivain et le politique, le plus souvent, si on veut le comprendre. Ce qui ne veut pas dire que l'écrivain n'est pas dans ses œuvres. Moi, ce qui m'a le plus étonné, pendant que j'ai fréquenté Camus, c'est de voir à quel point son œuvre est biographique,
tout en transcendant la biographique. Enfin, il transpose d'une façon absolument extraordinaire. Mais surtout, Camus est très, très méconnu. C'est quand on lâche des phrases comme Camus était un colonialiste, on dit même des choses, Camus... était un raciste. Proche de l'Ouest, qui n'existait pas alors qu'il vivait, où il est très Algérie française. C'est absolument faux. Il faut essayer de comprendre tout son parcours aussi bien. Alors, si vous permettez, on reprend un peu son parcours. Bien que ce soit difficile de le réduire à quoi que ce soit des éléments de sa vie, on parle d'abord de l'Algérie, car certains le réduisent à sa jeunesse algérienne. En tout cas, affirment que tout dépend chez lui de sa jeunesse. Oui, attendez, c'est vrai et c'est faux, ça. Je crois qu'on ne peut pas comprendre Camus si on ne connaît pas l'Algérie et si on ne voit pas l'importance qu'elle a eue dans sa vie. Mais bon, le problème Camus en ce qui concerne l'Algérie, en tout cas pour la plupart des intellectuels français, ou beaucoup d'intellectuels français, c'est qu'il aurait été totalement opposé à l'indépendance algérienne. C'est parfaitement vrai. C'est vrai, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. L'idée, et même ses proches amis de gauche et libéraux le lui reprochaient. Mais l'idée ne lui venait pas à l'esprit. Bien sûr que si. Il disait que c'était quelque chose d'impossible. Il faut se demander pourquoi Camus a pris ses positions. Et là, ça renvoie à son enfance, même à des choses très simples. C'est un enfant de petit blanc, un fils d'une mère analphabète, d'un père caviste. Et c'est un garçon qui, à l'école primaire, a vu des cartes de France, vous savez, où la France et les 3 départements algériens avaient la même couleur. Et puis on leur apprenait que les Arabes, ou les Kabyles, quand on en parlait, feraient de très bons petits Français. Il y avait une espèce d'idée universaliste de la France à travers l'enseignement qu'on leur donnait à l'école primaire et au lycée aussi. Et puis alors après, et ça c'est une chose que les gens ont un petit peu oublié, c'est que Camus a été un des premiers à prendre la défense des Kabyles. On parle de ces reportages sur la Kabylie parce qu'ils ont été republiés, mais si vous regardez les articles de Camus sous la houlette de Piat, Pascal Piat, qui est l'homme le plus important dans la vie de Camus, c'est pas Sartre, hein, c'est Piat. On découvre un Camus qui se bat sans arrêt, pour la dignité des Arabes et des Kabyles, pour l'augmentation des salaires. C'est un homme qui rompt avec le parti communiste algérien sur cette question. Alors après, si on veut comprendre Camus, il faut voir tout son parcours algérien. On ne peut pas simplement se limiter à l'homme qui, à la fin de sa vie, était déchiré par l'Algérien, qui disait qu'il avait mal à l'Algérie comme on a mal au poumon. Et pour un tuberculeux, ça veut dire quelque chose. Alors, avec tout ce que l'Algérie induit, évidemment, de conditionnement à une vie ensoleillée, facile, et ça, c'est un aspect assez nouveau, peut-être pour beaucoup, en tout cas, de la personnalité de Camus que vous dégagez, sa sensualité, son hédonisme, son goût finalement, des choses douces de la vie. Et son indifférence. Je crois que les critiques, sur 20 ou 30 ans, ont été beaucoup moins sensibles à cet aspect-là de Camus que les lecteurs, qu'ils soient pieds noirs ou pas. Les gens qui lisent Noces, les gens qui lisent L'été, et même les gens qui imaginent la scène de la plage dans L'étranger, ils savent très bien que Camus est un sensuel. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Hein. Du bonheur, entre autres, qu'on prend le soleil et les plages. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Hein. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire là? Il y a tout l'environnement algérois des années d'avant-guerre, c'est-à-dire la pauvreté, le soleil, la misère, le goût de la vie, c'est ça. Est-ce que ça, pendant les premières années de sa création littéraire, est-ce que ça a marqué cette création? Il n'y a pas eu d'engagement politique fort. Sinon, une appartenance au Parti communiste. Non, mais vous le racontez. Oui. Sinon, du bout des lèvres, ça a été lent, ça n'a pas été. Et il a été toujours considéré comme un hétérodoxe, sinon comme un dissident. La part idéologique, le marxisme n'existait pratiquement pas. Mais l'engagement était très profond et très sincère. Ce qui est très intéressant, c'est à travers sa correspondance et j'utilise beaucoup de lettres dans ce livre, j'en ai trouvé, on m'en a communiqué. C'est qu'on voit à quel point cet homme est lucide au bon moment. En 1940, alors que le gouvernement est en train de passer de Bordeaux à Clermont et à Vichy, il est déjà anti-vichiste. Et immédiatement, il prend position contre les lois anti-juives. Lui, il n'a pas mis 2 ou 3 ans avant de découvrir qu'il y avait des lois anti-juives. Et puis alors après, il y a tous ces engagements jusqu'à la guerre d'Algérie, en passant par la résistance. Ça n'a pas été un Jean Moulin,
Mais à partir de la fin 43, selon lui et selon les témoins, c'est un homme qui risque sa peau dans la résistance. Et alors en même temps, une œuvre, enfin les trois monuments de l'absurde, hein, comme on les appelle, et une entrée dans la vie, une entrée difficile dans la vie intellectuelle parisienne. Ce qui renvoie... Non, je ne dirais pas que c'est l'entrée, je dirais que c'est la cohabitation et la sortie. C'est la cohabitation et la sortie. Le seul qui ait l'âge suffisant pour se rappeler ce qu'a été L'étranger de Camus en 1942. Non, moi je me souviens, mon premier contact avec Camus, ça a été la découverte dans l'appartement d'une vieille demoiselle juive, mademoiselle Bloch, d'un livre qui s'appelait L'étranger. Je suis parti au Luxembourg, je l'ai lu. Et nous sommes deux. Et après, quelques mois après, huis clos. C'est un choc. C'est un choc absolu, absolu. Pour les jeunes gens de l'époque, c'était vraiment absolu. Alors une relation donc très difficile, nous disions, avec la classe intellectuelle parisienne, et notamment avec Sartre et avec les Sartriens. Toujours une relation dès le début très difficile avec Sartre. Non. Ce qui est très curieux, c'est que ça finit comme ça commence. Je m'explique. Camus est critique à Alger républicain. Et il fait un papier sur un monsieur Sartre en France, sur la nausée et sur le mur. Et il dit, oh, la philosophie est un peu douteuse, hein, mais alors la littérature, et quel destin! Et il dit, nous pouvons attendre de ce monsieur Sartre une œuvre. Alors après arrive la publication de L'étranger, et d'un ton un peu grandiloquent, Sartre publie un article qui s'appelle, un très long article, Explication de l'étranger. Et alors, ça sent un petit peu le normalien, l'agrégé, qui dit au licencié qui était Camus, écoutez, jeune homme, hein, pour la philosophie, 8. Vous êtes un très grand écrivain, pour la littérature, on mettra 18. Alors arrive la querelle de l'homme révolté, Sartre dit à peu près la même chose, d'une façon extraordinairement blessante. Enfin, souvenez-vous, cette polémique, elle est très belle, enfin, sur le plan littéraire des deux côtés. Et Sartre, à la fin, dans son article, dit, non seulement il fait des commentaires un peu gracieux sur la personnalité de Camus, il revient sur des jugements qu'il avait portés quant à la peste, mais enfin, il n'en était pas à une contradiction près, mais il lui dit, vous êtes sans doute un très bon écrivain, mais Hegel et moi, nous aurons sans doute eu cela de commun, que vous ne nous aurez jamais lu, ni l'un ni l'autre. Alors du coup, moi j'ai été voir dans la bibliothèque de Camus, parce qu'après tout, c'était pas impossible hein, que Camus n'ait pas lu. Alors on m'a d'abord montré, Jean, son fils, et David, son petit-fils, m'ont montré un exemplaire relié, il n'y avait pas une note. Et je me suis dit, ah malin, Sartre avait peut-être raison, après tout, il n'a pas lu. Puis après, je suis tombé sur l'exemplaire de Camus annoté, et il y avait beaucoup de phrases annotées au début et à la fin. Je ne peux pas jurer qu'il ait lu le centre, le milieu. Vous vous rappelez également la phrase de Sartre, elle date de 1972, ce n'était pas un gars qui était fait pour tout ce qu'il a fait, c'était un petit truand d'Alger, très marrant, qui aurait pu écrire quelques livres, mais plutôt des livres de truands. Au lieu de ça, on a l'impression que la civilisation lui a été plaquée dessus et qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire rien. Enfin, ce n'est pas vrai. Enfin, Sartre changeait de jugement au gré des années, et puis au gré des idées politiques qu'il entretenait. Moi, je peux certifier que Sartre a toujours trouvé que La Chute était un très très grand livre, et je connaissais un petit peu, pas beaucoup, et je me suis amusé plusieurs fois à lui demander pourquoi, et il me disait toujours, comme Malraux dans Le démon de l'absolu par rapport à Lawrence, c'est un grand livre parce que Camus s'y est mis et s'y est caché tout entier. Alors je disais, mais pourquoi vous ne le dites pas ? Et là, il ajoutait, ah ben non, on ne peut pas pour des raisons politiques. Alors aujourd'hui encore, hein, j'ai l'impression que dans certains milieux, on ne veut pas reconnaître la grandeur littéraire de Camus à cause de certaines de ses positions politiques. Absolument. Et d'ailleurs, très courageuses. N'oubliez pas quand même hein, que cet homme de 50 à 60 a été le bouc émissaire de la gauche communiste et non communiste pour deux raisons. Parce qu'on disait... Alors, je vous propose de regarder quelques images qui représentent Francis Janson, qui était un proche de Sartre. C'est un extrait des Aventures de la liberté. Jugement confirmé sur Camus. Ce qui était tout à fait inacceptable à mes yeux, c'était le type d'argument qu'il employait, et c'était le côté philosophesque, enfin, avec des lectures de seconde main de Marx, de Nietzsche ou d'autres, c'était vraiment très, très pénible. Et puis une certaine manière de juger les choses à partir d'une certaine indifférence méditerranéenne, enfin, et d'ignorer qu'il y avait quand même en France une classe ouvrière pour qui ça avait encore un sens d'appartenir
à la mouvance communiste et que lui bradait ça gentiment en attaquant l'Union soviétique, mais sans se demander, sans faire le détail, quoi, sans voir quel pouvait être le type d'attachement au communisme de la part de gens qui étaient dans le même pays que lui. On ne peut pas ne pas évoquer bien sûr le Nobel qui a, aux yeux de la gauche, a ajouté, je pense, l'insulte à l'injure. C'était une... non, c'était... Oui, je crois... Oui, vas-y. Non, je crois que les gens ont pris le Nobel pour ce qu'il est, c'est-à-dire un très grand prix littéraire. Il a été attaqué, mais il a aussi été défendu. Ce qui est sûr, c'est que c'est un prix qu'il a payé très très cher. Une fois de plus, je crois qu'il faut distinguer la critique et puis les lecteurs. Les lecteurs, il me semble, ont toujours suivi Camus. L'éclipse, elle est surtout dans la critique, dans une partie de la critique française. Et c'est vrai que Camus a accepté le prix avec réticence. On voit quelques images là, de l'arrivée. Non, continuez. Il a accepté le prix avec réticence et puis il a joué le jeu. À un moment donné, il ne voulait pas y aller. Il voulait envoyer son discours et puis Gaston Gallimard a dit non, pas du tout, ça serait extrêmement grossier. Et dans ses notes, dans ses lettres, il parle de la corrida du Nobel. Il s'est très bien conduit. Il n'a pas bu comme Hemingway, qui a étonné même les Suédois par ses saouleries. Et il a fait des discours qui sont très intéressants. En particulier, il y a une chose moi, qui me frappe dans ses discours, je les ai entendus enregistrer, c'est l'émotion qu'il met quand il dit « Vous avez donné ce prix aussi à un Français d'Algérie ». Alors ça a peut-être fait ricaner à gauche, certains, mais lui, il le sentait très profondément. Et puis par ailleurs, il essaie de rassembler ses idées, de faire un résumé de sa vie, et il se voit avant tout en artiste. Ça, il emploie le mot je ne sais combien de fois à travers ce... Et c'est vrai que c'est une des vérités de Camus. Il a voulu avant tout être un artiste, un artisan en mots. Et ce qui est curieux, c'est que cet homme, qui était certainement moins génial que Sartre, a eu des intuitions politiques infiniment plus fortes et infiniment plus justes. Vous disiez tout à l'heure qu'il avait été le bouc émissaire d'une partie de la gauche communiste et non communiste, parce qu'il était anticommuniste et que ça n'était pas du tout bien vu. Et aussi parce qu'il a pris ses positions très nuancées sur l'Algérie, que je ne partage pas, moi, mais que je crois qu'on doit pouvoir comprendre, étant donné qu'il avait peur que sa mère, par exemple, soit dans un tramway d'Alger, quand le tramway sauterait. Alors il y a des gens qui vont très loin aujourd'hui. Ça m'a beaucoup amusé de voir l'autre jour un professeur sartrien qui disait « Nous voyons que Camus a raison sur l'Algérie, même aujourd'hui. » Non, il ne faut pas lui accorder une préscience qu'il n'a pas. Ce qu'il voulait pour l'Algérie, c'est ce que nous voulons tous pour l'Afrique du Sud, c'est-à-dire un État multiracial, multiethnique. Est-ce qu'il était... Vous aviez un mot à dire. Moi, je suis bouleversé et vraiment saisi d'émotion chaque fois que je pense à ces dernières années de Camus. Quand on pense qu'on l'a réduit à ce que raconte Todd, c'est-à-dire à accepter ce Nobel du bout des lèvres, à hésiter à y aller, à hésiter à l'accepter, à vouloir s'y faire représenter, ils ont failli le rendre fou. À force d'attaques, d'injustices, la manière dont on a traité cet homme, aujourd'hui il est panthéonisé et sanctifié, mais c'est quelque chose d'insensé. Et l'extrait qu'on vient de voir, que je connais bien, il était dans Les Aventures de la Liberté, en porte-témoignage, alors que cet homme était... Camus, c'était quoi? C'était la lucidité, c'était le courage, et c'était l'esprit de nuance. Parce que dans l'histoire de l'Algérie, c'est pas seulement qu'il avait peur que sa mère soit dans un tramway. Camus pensait, à tort ou à raison, j'en sais rien, moi je pense que c'était à tort en l'occurrence, mais il pensait à tort ou à raison qu'on n'était pas obligé de se ranger dans un des deux camps que l'histoire vous proposait. Il pensait que le métier d'un intellectuel était d'essayer de trouver une autre solution, de résister aux alternatives imposées par l'histoire. Et ça, c'est assez beau. Il avait tort sur l'Algérie, probablement à mon avis, mais c'était très beau. C'était une belle position d'intellectuel. Et il n'a récolté que des sarcasmes et des injustices. Ça n'était pas qu'une position d'intellectuel, c'était une position d'homme. Et pour en venir au Nobel, je crois qu'il faut faire attention. Il était un petit peu persécuté, mais aussi... Il avait vraiment l'impression, car c'est un homme, ça c'est une chose qui m'a beaucoup surpris, cet homme qu'on voit souvent très arrogant, qui semble arrogant, est plein de doutes quand il est jeune, et plein de doutes quand il est plus âgé. Il se demande si ce prix ne va pas l'écraser. C'est pour ça que je dis que c'est un prix à payer. Oui. Et il est terrifié quand on lui demande de faire... le prix Nobel, d'ailleurs, moi je pense qu'il a permis de se taire. Le Nobel l'a autorisé à se taire. L'affaire est réglée, je me tais. Je ne voudrais pas qu'on quitte Camus, que nous quittions Camus, sans que nous évoquions très rapidement son rapport avec le théâtre. On va l'écouter, le film me semble très intéressant. C'est
extraits d'un sujet de Pierre Cardinal dans l'émission Gros Plan, ça date de 1958.